Commencer, je suis désolé. Nous sommes tenus par le temps. Ça marche ou pas? Donc, bienvenue pour cette session autour de l'hémostase en CEC et ECMO. La discussion sera autour plutôt des phénomènes thrombotiques typiques, la TIH, et puis pourquoi finalement faut-il probablement avoir une démarche pluridisciplinaire avec des hémostasiens. On va commencer. Alors moi par contre je trouve que c'est un mode un peu trop... Je suis Bertrand Rozek, moi je suis nantais, et puis actuellement à Nantes vous savez c'est le Hellfest. Donc chez nous ça bouge pas mal. Donc moi en fait je vais me balader dans les travées et je vais vous interrompre en plein déjeuner éventuellement pour vous poser quelques questions. La réponse la bouche pleine est autorisée bien entendu. Alors Pierre Grégoire, t'as bien compris qu'on est limité par le temps? Oui, donc, tout à fait. Moi aussi je n'hésiterai pas à te booster. Me booster, j'ai mis mon chronomètre. Du coup, merci beaucoup, merci à tout le monde, à Arkotova, au congrès, à Gaëtan, pour pouvoir parler un peu de cette problématique de thrombose ECMO. Et l'idée était de discuter autour. Et donc, voilà, je déclare mes liens d'intérêt. Et moi, je vais commencer en sortant du contexte de la TIH. Finalement, pour nous, on est dans une situation où on fait de la chirurgie avec la CEC, où on met des ECMO, on anticoagule, parce qu'on a peur de la thrombose et c'est très anxiogène. Et l'idée est de pouvoir discuter autour du raisonnement et des possibilités que nous avons. Et je prends 4 cas qui nous sont arrivés chez nous cette année. Voilà. Et le premier, c'est finalement un patient qui va être opéré en programmé. C'est en haut le cas 1, d'une chirurgie de CIV avec des pontages. La chirurgie est retardée parce qu'il avait une spondylodycite, il était traité. Vous le recevez au bloc. Et là, c'est bon? Mais oui, j'ai perdu le... vous faites votre héparine, vous corrigez votre ACT, tout est bon. Vous partez en CEC, puis d'un seul coup, vous avez une thrombose de filtre, vous êtes un peu en angoisse totale. Et voilà, notre démarche était finalement de compléter avec de l'héparine, et de partir sur un antiplaquettaire et puis derrière de l'ergotrobant. Le deuxième cas, c'est un patient qui va être opéré d'une endocardite sur valve biologique. Et la chirurgie se passe très bien, une CEC conventionnelle, on sèvre la CEC, puis finalement apparaît des formations de thrombus multiples sur la valve mitrale. Et on a dû repartir en CEC, et voilà, notre stratégie a été de réanticoaguler avec une héparine, mais d'utiliser un antiplaquettaire. Le troisième cas est un cas qui était assez passionnant, qui était en fait un monsieur qui avait été hospitalisé 4 mois auparavant, qui avait fait des AVC hémorragiques sur une fave durale, qui était embolisé, qui en médecine avait fait une embolie pulmonaire, qui avait été traité par héparine, qui a fait une TIH, qui est sorti de tout ça, et finalement au décours il avait fait de la TACFA, ils ont découvert un goitre multinodulaire et ils l'ont opéré du goitre. On l'endort et il s'arrête, on le masse, et on s'était rendu compte du coup qu'il y avait des emboles, des gros thrombus, avec une grosse dysfonction droite, gros choc cardiogénique droite. On l'a thrombolysé et puis on l'a traité avec ergotrobant alors qu'on était sous ECMO dans un contexte de défaillance multiviscérale. Et le quatrième est triste, mais c'est ce qui nous est arrivé. C'est un patient qui était jeune et qui était en support ECMO-VA périphérique pour une myocardite aiguë. Malheureusement, il avait un épanchement, et on a voulu le drainer, il a tamponné encore plus, on a fait une sterno, on est parti dans le cycle choc hémorragique, hémolyse. Il saignait, on ne savait plus trop, on a recherché un Vibrant, bien sûr il y avait un Vibrant. On a dit tiens, on va supplémenter, il a tout thrombosé. Voilà. Donc on va discuter autour de ça. Donc finalement, la première chose par rapport à la CEC, souvent ce qu'on se pose, c'est cette histoire de résistance à l'héparine, et je voulais juste en rediscuter, parce qu'est-ce que c'est que la résistance à l'héparine? On sait que quand on va anticoaguler et utiliser de l'héparine, on va en fait avoir... l'héparine est une molécule qui est un inhibiteur indirect de la thrombine, parce qu'elle a besoin d'antithrombine. Elle va avoir une action essentiellement anti-10, même si elle a une action anti-2, et que donc elle a besoin de cette antithrombine pour agir et aller inhiber le facteur 10. Donc, elle est indirecte, et c'est vrai, on le sait tous en CEC, la plupart du temps, quand on parle de résistance ou qu'on part en CEC, on dit « Ah, est-ce que tu as fait de l'antithrombine? Est-ce qu'il y a assez d'antithrombine ?» Voilà. Donc, la première chose, c'est
moi, en tant que médecin, je ne savais même pas ce que c'était qu'une résistance, parce que finalement, grâce à Emmanuel, avec qui je travaille, on refait 5000 d'héparine, 5000, on se dit, ah, c'est beaucoup, on a déjà fait 30 000, on refait 5000. Une résistance à l'héparine, c'est au moins 800 unités kilo d'héparine. Et quand vous regardez, c'est pas ce qu'on fait au départ, et quand on fait des ajouts, c'est pas ce qu'on ajoute. Bon, au moins voilà, c'est-à-dire qu'avec 700 à 800 unités kilo d'héparine, on n'a pas la zone thérapeutique qu'on cible. Ça, c'est une résistance. Et elle peut être liée à plusieurs facteurs, dont des facteurs qui vont entraîner ce déficit en antithrombine, d'accord, on le connaît tous, ou des facteurs qui vont en fait fixer l'héparine. Et donc, on va avoir besoin de plus d'héparine. Ils sont multiples, l'inflammation, l'infection, une hyperfibrinogénémie, la CVD. Voilà, on le sait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de l'antithrombine. En CEC, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que ça marche? Oui, on a des études randomisées. Et en mettant 1000 unités, vous voyez, dans ce travail, finalement, vous arrivez à mettre moins d'héparine pour avoir une bonne anticoagulation. Vous ne faites pas plus de protamine dernière et ça ne saigne pas plus. Donc oui, en CEC. En ECMO, parce qu'on va parler des deux, c'est un peu différent. Il y a une étude randomisée qui est un peu particulière parce qu'elle mélange différents types d'ECMO, voilà. Et quand on regarde, ils disent que ça ne marche pas, mais l'antithrombine de base est à 80%. Donc quand vous supplémentez quelqu'un qui n'est pas déficient, voilà. Et finalement, il y a des études rétrospectives qui disent, quand il y a effectivement un déficit, en ajouter, ça améliore l'anticoagulation. Donc probablement qu'il faut cibler les patients déficitaires en antithrombine. Alors maintenant, on a éliminé cette résistance, on sait ce que c'est qu'une résistance. Alors moi, je t'interromps tout de suite là. Quoi? Parce qu'il y a des biologistes, par exemple, là, qui sont à cette table, et j'en connais d'autres du côté de Bordeaux, qui en général, quand on leur dit la résistance à l'héparine, ils se marrent. Et ils nous disent non, c'est parce qu'on est sous-dosé en général en héparine. Alors autant pour la CEC, j'en parle pas, mais sous ECMO notamment, on a tendance à dire résistance à l'héparine, on dégaine l'antithrombine 3, alors qu'en fait on a peut-être encore une marge à jouer sur l'héparine, simplement tu viens de nous citer l'inflammation. Il faut aller jusqu'à 700, 800 unités. Quoi, en fait, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font 700, 800 mg sur une ECMO? Je pense que spontanément on va se freiner, mais par contre comme tu le dis, on va dégainer l'antithrombine 3 en se disant ça va activer l'héparine. Mais tu vois, je pense qu'entre les études et la vraie vie, là, il y a un écart, parce qu'effectivement, la résistance, notamment sous ECMO à l'héparine, les gens vont dégainer en deçà des... même quand tu regardes le Vidal, c'est inférieur à 30% normalement, la supplémentation. Ouais, mais en fait, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'anticoaguler sous ECMO. Ah. C'est un autre débat. D'accord. Non, mais on va y arriver. Mais je suis d'accord avec toi. Et moi, j'étais le premier à avoir très peur. J'ai appelé Emmanuel qui est là, avec qui on travaille au quotidien, et c'est génial, en disant j'ai refait 10 000 d'héparine, qu'est-ce que je fais maintenant quoi? Et il me dit mais ça fait combien en unités kilo? T'es à peine à 450, vas-y, il faut aller jusqu'à 700, 800. Donc, premier message, n'hésitez pas. Deuxième message, quelles sont les autres étiologies? Alors, je ne vais pas refaire toute la coagulopathie. Je vous invite à lire cette excellente revue qu'on retrouve en PDF, libre, machin, qui a été faite et qui parle de la problématique de l'hémostase en chirurgie cardiaque et CEC. Grosso modo, il y a toujours des facteurs patients et des facteurs CEC. Grosso modo, parce que vous utilisez une circulation extracorporelle, parce qu'il y a du sang qui va être en contact avec l'air, toute la cascade est activée, vous allez générer de la thrombine, mais en même temps, les systèmes qui régulent sont aussi excités. Donc, il y a de la thrombine, il y a de la fibrinolyse, voilà. Donc il y a une hyperactivation et finalement on doit anticoaguler pour éviter cette génération de thrombine, mais aussi on utilise des antifibrinolytiques parce qu'il y a de la fibrinolyse et que derrière ça va saigner, donc c'est une situation complexe. Parler de thrombose, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde la littérature, elle est énorme sur l'hémorragie, faible sur la thrombose. Et ce qui est intéressant, c'est ça, j'ai repris, c'est des thromboses en chirurgie cardiaque, alors essentiellement au niveau vasculaire et cardiaque. Juste le message. Dans plus de 50% des cas, ce sont des CEC longues. Le deuxième message, c'est que finalement, les ACT, ils étaient bons. D'accord? Il n'y avait pas un défaut au niveau de l'ACT. C'est pas parfait. C'était pas de la chirurgie en hypothermie. D'accord? Et, parce qu'on dit des fois, c'est vrai, moi j'ai des discussions avec les perfus, non, passe pas les plasmas, passe pas les plaquettes, ça va thromboser, machin, nani, oh là là là. On regarde, moins d'un tiers des cas, il y avait l'administration d'un dérivé sanguin. Par contre, il y avait de la protéine dans plus de 50% des cas, un antifibrinolytique qui marche très bien. Et il y avait des situations, on revient à la triade de Virchow, avec de l'insuffisance cardiaque, il était congestif, c'était des patients qui avaient du bas débit. Donc vous voyez, finalement, on ne sait pas trop. Maintenant, le parallèle, l'ECMO.
L'ECMO, c'est un peu comme la CEC, mais c'est pas tout à fait comme la CEC, parce qu'en fait, c'est souvent un patient de réa avec de la défaillance multiviscérale. Donc sur les facteurs patients qui vont être à l'origine de cette coagulopathie, il y en a de nombreux qu'on retrouve pas. Il y a l'état de choc, l'insuffisance hépatocellulaire, le CIRS, ils sont hypothermes, ils sont au bas débit. Donc voilà. Et vous avez aussi circuit. Dans le circuit, on retrouve à peu près ce qu'on a dans la CEC, sachant que il n'y a pas de phase contact avec l'air, mais on a quand même le circuit qui va activer, on a des modulations, il y a de belles fixations au niveau du filtre. Et en fait, ce qui est intéressant, on parle ECMO, les études mélangent toujours tout. Mais je pense que finalement, il y a probablement des phénotypes selon le type d'ECMO. Et dans ce travail qui est assez intéressant, les patients sont anticoagulés avec de l'héparine. Premier message, on ne suit pas sur le TCA, mais on va aller faire de l'anti-DCA. Dans de nombreuses études, et notamment anglo-saxonnes, c'est toujours le TCA, mais quand on regarde, il n'y a pas de corrélation, et finalement, on suit avec l'anti-DCA qui est mieux corrélé. C'est que quand on va aller regarder cette antithrombine, cette consommation et cette génération de thrombine, les profils ne sont pas les mêmes dans le temps en fonction que ce soit une ECMO artério-veineuse ou une ECMO VV. Et vous voyez, dans l'ECMO VV, il n'y a pas de génération de thrombine à J2, ça disparaît, et vous ne consommez pas l'antithrombine. Alors que dans l'ECMO artério-veineuse, ils n'observent pas le même profil. Ce qui veut dire que probablement, c'est normal, une ECMO VV, c'est en veineux, ce n'est pas le même patient que le patient qui a une ECMO artério-veineuse. Et que probablement, il y a des profils différents. Et ça, on le voit quand on va essayer de chercher sur la thrombose. Pas beaucoup d'études, mais finalement, quand vous regardez, c'est 20-30% des patients qui vont thromboser, 40% qui vont avoir un problème de saignement. Quand on regarde dans la VV et la VA, il y a quelque chose de commun, c'est la thrombose du filtre. C'est normal, ça passe dans le filtre. Mais quand on regarde, en VV, c'est plus de la thrombose veineuse, plus de l'embolie pulmonaire. Alors qu'en VA, les phénomènes thrombotiques vont parler sur le versant vasculaire artériel. Et donc, ça va être des emboles, ça va être intracardiaque, parce que vous avez déchargé, ne contracte pas, vous avez du bas débit, un état procoagulant. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et aussi, probablement, dans cette génération de thrombine, on n'a pas tout à fait les mêmes mécanismes. C'est un très beau travail de l'équipe de Lille, qui a publié récemment. Et ils ont repris ECMO artério-veineuse, les circuits qu'on enlève parce qu'ils thrombosent. D'accord ? Et ils sont allés analyser les thrombus. Et ils ont essayé de phénotyper ces thrombus. Et ce qui en ressort, c'est qu'il y a deux types de thrombus. Il y a toujours de la fibrine avec des plaquettes et un peu de bande vibrante, mais c'est le cluster 2. Là, il y en a beaucoup. Et il y a un autre cluster qu'ils ont identifié qui est associé à de l'hémolyse avec beaucoup de globules rouges. Et donc, l'hypothèse, c'est que dans la génération du thrombus, l'hémolyse serait un des primum novus dans ce type-là. Ce qu'ils disent aussi, c'est que finalement, la localisation du caillot ne préjuge pas du type dans cette étude et du cluster. Voilà. Ce n'est pas plus de type 2, de cluster 2 dans le filtre et dans la pompe du type 1, c'est partout. Voilà. Mais c'est intéressant parce que vous montrez bien que nous, on parle de thrombus, mais il n'y a pas un thrombus et il n'y a pas une voie d'activation pour arriver au thrombus. Et probablement qu'il faut parler de phénotype. Et c'est en ça où je pense, et la suite de la discussion, c'est on a besoin des hémostasiens. Et donc, tu es d'accord si on dit qu'il y a aussi entre ECMO VA et ECMO VV peut-être une histoire de débit qui est différente ? Parce que finalement... Oui, de débit et d'activation aussi, je pense, d'inflammation. Et puis, en fait, dans les facteurs, le patient qui va avoir une VV, c'est un SRA, il peut être que monodéfaillant. Dans l'artério-veineuse, c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est vrai que l'hémolyse avec un débit important en ECMO VA versus ECMO VV, où l'hémolyse c'est quand même plus rare. Finalement, il y a peut-être une dimension matérielle, parce que c'est pareil, tu ne parles pas des tubes entre la CEC et l'ECMO. A priori, pendant la CEC, ils ne sont pas tous héparinés, ça dépend des équipes. Dans l'ECMO, normalement, ils sont héparinés. Et on ne sait pas si ça permet effectivement d'éviter d'anticoaguler ou pas complètement le patient. Mais ça change effectivement le phénotype. Ça change. Et donc vous voyez, la seule étude que j'ai trouvée randomisée sur le seuil d'anticoagulation en ECMO, elle mélange déjà les VA et les VV, 32. Finalement, c'est une stratégie pareil, basée sur le TCA, assez étrange, mais grosso modo, quand on vise un TCA faible, vous le voyez, vous avez finalement un taux faible, vous consommez moins d'héparine et vous avez un anti-DCA qui est autour de 0,1, alors que, voilà. Ce qui montre, alors sur 30 patients, je trouve que c'est toujours léger, mais il n'y a pas de différence d'hémorragie et il n'y a pas de différence de thrombose. Voilà. Est-ce qu'il faut ne pas anticoaguler ? Il n'y a pas d'études randomisées, ce sont des cohortes de patients, c'est toujours compliqué parce qu'on regarde, c'est rétrospectif. Et au début, si on n'a pas anticoagulé, c'est parce qu'il saignait. Finalement, sur ce travail-là, qui quand même compare plus de 200 patients, finalement, les patients non anticoagulés auraient
une tendance à avoir moins de complications et une durée d'ECMO moins longue. Je prends avec des pincettes. Donc finalement, ça ne marche pas, on ne trouve pas. Est-ce qu'il ne faut pas changer d'anticoagulant et de classe? Et on vient. Il y a beaucoup de publications, notamment peu randomisées en ce qui concerne l'ECMO, quelques-unes en ce qui concerne la CEC, sur des antithrombines directes. Alors, on en a deux en IV, qui est la bivalirudine et la gatroban. Ces deux antithrombines directes ont des particularités. La gatroban a une demi-vie qui est plutôt de 40 minutes et avec un métabolisme hépatique, ce qui fait que quand vous avez une insuffisance hépatocellulaire ou une interaction, vous pouvez avoir une augmentation de la demi-vie et qu'il faut être prudent. D'accord ? La bivalirudine, elle, c'est en ce qui concerne plutôt une demi-vie un peu plus courte et une accumulation notamment dans des problèmes d'insuffisance rénale. Maintenant, il y a à savoir si on a plus d'insuffisance rénale ou plus d'insuffisance hépatocellulaire chez nous. En ce qui concerne la gatroban, alors, en CEC, j'en parle pas parce que c'est que des cohortes et qu'on ne va pas rentrer dans les débats, plutôt sur l'ECMO, puisqu'on a cette étude rétrospective qui a comparé chez le patient sans TIH, parce que l'indication de la gatroban, c'est la TIH. ECMO VV, 78 patients versus 39 avec la gatroban. Ce qu'il faut retenir dans cette étude rétrospective, c'est qu'eux, ils n'observent pas de différence en termes d'hémorragie. Ça saigne autant avec l'héparine, vous voyez, 80% des cas, qu'avec la gatroban. Et il n'y a pas plus de différence de thrombose. Quand vous regardez, pareil, avec la gatroban, on ne va pas aller doser et évaluer l'efficacité de la gatroban sur le TCA. Aucune. Il y a une corrélation statistique, mais quand on regarde, c'est ridicule. Alors, quelle posologie utiliser? J'ai mis la CEC, parce que c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. À titre personnel, je ne le fais pas, mais voilà, c'est ce qui est décrit, bolus de 100 gamma kilo, entretien 5-15, ensuite sur l'hémocran, c'est plus du case report. C'est très décrit finalement dans l'ECMO. Par rapport aux posologies habituelles, pas de bolus, et finalement on démarre à des posologies un peu plus faibles, autour de 0,5 gamma kilo minute, et on va surveiller toutes les 4 heures. Le taux de la gatroban, ça je pense qu'il faut avoir un travail avec le laboratoire et les hémostasiens, et il va falloir fixer un taux en fonction de paramètres et du patient. Est-ce qu'il y a un risque hémorragique? C'est du périopératoire? Est-ce que j'ai pas d'hémorragie? Est-ce qu'il y a une défaillance hépatique dessous ou pas? Et est-ce que je vais m'attendre à une accumulation? Mais ça, c'est un discours qu'on aura tout à l'heure ensemble. Voilà ce qu'on fait. La bivalirudine, pareil. Alors, en ECMO, c'est pareil, ce sont que des études observationnelles, rétrospectives, et en plus, ils mélangent pédiatrie, adulte, VV, VA. Grosso modo, dans cette méta-analyse très récente, moins de thrombose avec la bivalirudine, d'accord? Et en termes d'hémorragie, c'est pas différent. Donc, il y aurait, sur une méta-analyse d'études rétrospectives observationnelles, un effet sur les thromboses. Le problème, c'est que quand on regarde les protocoles, il y a autant de protocoles que de publications, et c'est assez compliqué. Finalement, j'ai synthétisé. Pour la CEC, là, c'est très bien décrit. Il y a des études randomisées chez le patient avec TIH, chez le patient hors TIH. Elles sont bien faites. Je vous ai mis le protocole. C'est 50 mg dans la CEC, puis on fait un bolus intraveineux de 1 mg kilo et on entretient. Jusqu'à 15 minutes avant le sevrage de la CEC, et il n'y a pas d'antagonisation, et on surveille comme on fait habituellement. Si jamais les hémocrons chutent, on peut refaire des bolus de 0,1 0,5 mg kilo. En ECMO, c'est très variable. Il y avait une étude de Ranucci, il disait qu'il faisait 0,05 microgrammes kilo minute, mais finalement, quand on regardait dans le détail, ils étaient plus proches de 0,1. Voilà, ça c'est pareil. Je pense qu'il faut voir avec le labo d'hémostase et les hémostasiens la façon, les objectifs et comment le gérer. C'est un travail d'équipe. Alors j'en reviens juste. Tout le monde connaît le vente vibrante, le shear stress, ça crée du vente vibrante. J'en avais discuté avec Emmanuel, mais j'ai trouvé ça qui était assez intéressant et qui explique pourquoi on a tué un patient de 20 ans. C'est que finalement, quand vous avez de l'hémolyse, et c'est fréquent, puisqu'on l'a vu aussi sur les publications, les lilloises, c'est à l'origine de certains thrombus. C'est qu'en fait, cette hémoglobine libre, elle va permettre au segment A1 du facteur de vente vivante d'être exposé, et on va exposer les récepteurs GP1B bêta qui vont permettre aux plaquettes de s'agréger ensemble, et on va avoir en fait des caillots de plaquettes et de collagène. D'accord? Et en lisant ça, c'est là où je me suis dit, tiens, probablement qu'on n'aurait pas dû, chez nous, notre patient qui était dans une spirale infernale avec de l'hémolyse, alors on a diagnostiqué un vente vibrante, le supplémenter, puisque finalement on a observé effectivement la formation de thrombus.
Maintenant, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est mettre un anti-agrégant et un bon anti-agrégant plaquettaire. Vous savez, on ne va pas revenir, la plaquette, c'est une belle plateforme qui demande qu'à être activée par plein de choses, mais il y a une voie et il y a notamment les récepteurs P2Y12, et il y a un anti-agrégant qui est quand même intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est disponible en IV, avec un délai d'action courte et une durée d'action courte. Et qu'en plus, c'est une élimination par phosphorylation, donc vous n'êtes pas embêté quand il y a des défaillances multiviscérales. C'est le Cangrelor. Il n'y a pas d'AMM dans cette indication précise. Nous, on l'utilise. Et puis finalement, quand vous regardez ce que disent les cardiologues sur des recommandations, choc cardiogénique ischémique, comment prendre en charge mon patient, ils vous parlent de mettre de l'aspirine avec du Cangrelor dans l'arrêt cardiaque, l'hypothermie. Et après, alors eux, ils mettent dans l'ECMO clopidogrel, aspirine, héparine. Nous, on est en Cangrelor. C'est vachement malléable. Et donc ça, je vous ai mis en bas, c'est le choix que nous avons fait. On met toujours un anti-agrégant plaquettaire et on utilise le Cangrelor. Et comment on fait? Et je vais vous montrer. Notamment chez les patients qui l'ont eu, vous voyez, on fait un bolus, c'est très très simple, de 30 gamma kilo sur 10 minutes et on entretient en 4 gamma kilo minutes. Vous arrêtez 10 minutes avant la fin de CEC. Quand vous êtes en CEC, vous faites votre protamine, d'accord? Et vous le faites avant l'héparine. Maintenant, quand vous êtes déjà en CEC et que vous avez un problème, comme je vous ai exposé dans les cas cliniques, on le fait. Et vous voyez, là, on a le VASP, et on voit bien qu'avant et avec, vous inhibez l'agression plaquettaire. Donc, c'est deux cas cliniques. Un en CEC, c'était le patient 1, et l'autre, voilà. L'image qui est souvent donnée pour le Cangrelor, l'image qu'on doit à De Gosse, qui est plutôt du côté des neuroradiologues, mais c'est pareil, c'est de la noradrénaline de la plaquette, le Cangrelor. Gardez cette image en tête parce que c'est vraiment le cas. On-off, et puis c'est très pratique. J'en ai une utilisation avec l'équipe bien standardisée. On est à plus de presque 30 malades là. Là, on en a encore 2 qui tournent avec. C'est bien, puis c'est rassurant, vous arrêtez, vous voyez qu'ils ne saignent plus, quoi. Parce que le Brilic, c'est toujours la discussion quand vous êtes dans le choc cardiogénique ischémique, il a stenté avant, machin, les stents, ça thrombose, voilà. Donc comment je pense qu'il faut individualiser le traitement. Il faut qu'on sorte de ces concepts tout-terrain qui sont utiles, mais on fait de la médecine moderne et comme pour le Gold Direct Perfusion, on va individualiser l'hémostase. Et je pense qu'il faut y aller. Et ça, ce n'est possible que si on travaille avec des équipes d'hémostasiens. D'accord? Et moi, j'ai progressé là, ces 4 dernières années parce que j'ai cette équipe-là en face. Et parce que ce sont des cliniciens qui viennent et on discute. Donc, conclusion, il faut un inhibiteur direct de la thrombine et un anti-agrégant. Sur la CEC, je serai plus avec du Cangrelor et de l'héparine. Voilà. Derrière, selon la situation, avec un relais agatroban, et puis qu'on a éliminé toutes les causes, repartir sur l'héparine. En ECMO, on a une utilisation régulière, et nous, on est sur agatroban, Cangrelor. Avec un relais rapide, puisqu'on estime précocement nos patients. Le Cangrelor, ce n'est pas plus de 24-48 heures, sinon votre pharmacien il va crier. Et le taux, on va en discuter, parce que ce taux-là, on l'individualise aussi en fonction de différents paramètres, du risque hémorragique du patient et de la situation pour laquelle on l'anticoagule. Donc, est-ce qu'on veut un taux élevé ou pas? Et est-ce qu'il a des défaillances ou pas? Juste, je vous ouvre, on fait du vasculaire, en tout cas, je pense tout le monde, et on l'utilise maintenant aussi chez le vasculaire, parce qu'on a des situations où ils n'arrêtent pas de thromboser, per-hop, on refait des bolus, ils font le pontage, ils défont, ils refont, et nous, pareil, on est passé là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un bolus de Cangrelor pour inhiber l'agrégation, et puis on va mettre de l'agatroban, le temps d'éliminer les TIH, le temps d'éliminer une cause à côté de laquelle on est passé. Et là, je vous mets, c'est un monsieur de 53 ans, pareil, multi-opéré avec des pontages fémoro-pop, et finalement, il a été repris pour thrombectomie, et en fait, on est passé sur un bolus per-op de Cangrelor, derrière Cangrelor, héparine, agatroban et relais AVK. Voilà. Je vous remercie. Les questions ou les commentaires, c'est là ou... Mansour est tout au fond. Ah ben non, j'ai un assistant, super. Ah oui. Je t'entends pas. Est-ce que je pense qu'elle... Moi, le mien, il marche, je te le donne. Merci beaucoup pour le topo. Je suis de Rennes.
s'intéresse pas mal à la réponse à l'héparine. Je pense que ce qui a été dit est vraiment important. Je pense que le point à retenir, la résistance à l'héparine, elle existe probablement pas ou elle est extrêmement rare. C'est plutôt des réponses qui sont altérées et c'est plutôt le plus souvent, je pense, un mauvais maniement de l'héparine. Quand on fait pas de bolus, quand on n'utilise pas les doses suffisantes, c'est pas consensuel, hein, la définition de la réponse altérée à l'héparine. Et il faut monter fort, et il est fréquent de monter au-delà très largement au-dessus des 18 unités kilo/heure et de monter au-dessus de 35, voire 40. Et c'est pas étonnant chez les patients très inflammatoires, et je pense qu'il faut clairement pas se jeter sur l'antithrombine, pour lequel on n'a pas de données de sécurité, on n'a pas de données d'efficacité, qui coûtent cher. Et on a des données qui sont en cours d'élaboration, là, qui sont très probablement pas liées à la réponse altérée à l'héparine sous ECMO. Voilà. Alors, je te remercie. L'idée n'est pas de dire qu'il faut remplacer l'héparine par ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'est-ce qu'une résistance à l'héparine, puisque moi, le premier, je pensais que quand j'avais fait 40 000 unités en bolus, machin, il était résistant. Et c'est parce qu'on a ce travail avec des gens qui connaissent l'hémostase en détail que maintenant, on n'a pas peur. C'était des situations, parce que finalement, il y a des fois, là même, on a une patiente avec un LVAD qui est morte et qui avait une héparinémie à 0,4, qui allait très bien et qui envoyait des thrombus partout. Et finalement, quand on prend l'histoire de la patiente, elle thrombosait tout le temps. Elle a thrombosé les pontages 2 fois, refait 2 fois, elle a thrombosé les stents, voilà. Donc il y avait un état dessous et finalement on était passé sur l'ergatroban pour aller traiter ça. C'est des situations où je pense complexes, on ne comprend pas, et malgré une utilisation correcte, je vais retirer, j'espère que je suis en accord avec les hémostasiens, malgré une utilisation correcte de l'héparine, d'accord, et des objectifs tenus, voilà, dans des situations où on a besoin peut-être d'utiliser pas un inhibiteur indirect de la thrombine, mais une autre molécule qui est plus directe, qui a peut-être un intérêt en clinique. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Oui, André Vincent-Telly, Lille. Sur ton conseil de la CEC sous bivalirudine avec arrêt de la perfusion bivalirudine 15 minutes avant le sevrage, là je pense qu'il faut être 15 minutes, c'est court, c'est très probablement beaucoup plus, surtout si tu as un patient, si c'est le cas d'un patient qui était sous ECMO, sous ergatroban, tu fais une CEC sous bivalirudine, et si tu prends que 15 minutes de marge pour l'arrêt de la bivalirudine, ben là ça va être un cauchemar, parce que tu vas rentrer dans le saignement, la dilution, et finalement tu vas tout antagoniser au Novoseven. Donc le 15 minutes avant le sevrage de la CEC, c'est très théorique, c'est la demi-vie, bivalirudine, ça. En fait, sur les patients qui sont en général pas des patients lambda, parce que quand on se retrouve à cette extrémité-là, c'est effectivement des patients qui ont pris 10 jours d'ECMO sous ergatroban, qui sont, pour un peu qu'en plus ils soient insuffisants rénal. Alors là, c'est 15 minutes. Non, il faut vraiment anticiper beaucoup plus, parce que ça va être très compliqué quand tu vas poser la CEC et ça va saigner beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Donc effectivement, nous, je pense qu'on va même très intéressés par votre protocole avec le Cangrelor, parce que je pense que c'est une option qui est très probablement essayée. Ah, moi, j'en garde un souvenir horrible, mais j'en fais pas. La vraie question qui se pose, c'est de savoir si l'alternative, c'est effectivement. Ah ben, j'ai conclu sur ça. Ouais. Non, mais voilà, c'est là-dessus qu'il faut insister, parce que tu parles de bivalirudine, tu parles de. Oui, mais je parle des antithrombines. Tu parles de Cangrelor, tu mets un peu tout sur un pied d'égalité. Non, je pense il faut qu'on ressorte avec des idées. Ah ben c'est ça, c'est ma conclusion. Alors, je ne parle pas de la TIH, ils vont en parler. Mais finalement, dans ces situations. Moi, je parle de la TIH. Mais là, le topo, il a été illustré dès le départ. Ça arrive après la TIH, promis. Il y a un complément avec les interventions juste après. Justement, et c'est pour ça que j'ai illustré des situations hors TIH, on a des thromboses. Et donc nous, CEC thrombose, même TIH on verra, on est sur Cangrelor HNF. Voilà. La bivalirudine, on l'a pas dans le centre, on l'utilise pas. Quand j'étais dans notre centre, on l'utilise, j'en ai gardé des souvenirs horribles. L'ergatroban, on l'utilise. On a un travail de couple avec un hémostasien, ça se passe bien.
voilà. Et par contre, je pense qu'il faut mettre un antiplaquettaire. Et nous, on est on rejoint les cardiologues sur l'ECMO-VA. Je ne parle pas d'ECMO-VV. Où on fait Cangrelor et on fait un relais rapide avec Plavix aspégique. Et après, si tout va bien, sur du Brilique. Emmanuel, quelque chose à rajouter? Et pour compléter, il y a un registre qui va démarrer sur justement toutes ces procédures quand on ne peut pas utiliser l'héparine seule. Parce que bivalérudine, effectivement, il ne faut pas l'arrêter trop tard, mais pas trop tôt non plus, parce que voilà, le produit s'élimine rapidement. Et puis Cangrelor, voilà, il y a un protocole avec une posologie qui vient de l'angioplastie coronaire. Est-ce qu'elle est suffisante pour une CEC? Donc tout ça, effectivement, on a différentes options, mais qui nécessitent d'être mieux validées. Donc appel à tous, c'est le groupe de travail du GFHT. On passera par l'Arcotova pour bien diffuser le démarrage de ce registre qui devrait être disponible à la rentrée. Ok. Énormément les doses d'héparine. Moi, je vais toujours revérifier après l'héparinémie per CEC et on s'aperçoit qu'on arrive à des héparinémies per CEC quand tu as beaucoup monté qui sont bien au-delà de ce que tu as besoin pour la CEC. On arrive à des héparinémies à 0,6, 0,8. Hein. Oui, mais là, nous, il présentera les données, là, puisqu'on a toutes les données. 0,6 à 6 à 8. 6, oui. Ouais. Parce que nous, on est autour de 5. Mais bon... Donc voilà, on va avancer. Je suis désolé pour laisser quand même la parole. Merci.